quand même beaucoup de choses positives qui sont en place et qu'il faut aussi connaître pour savoir bien les utiliser afin de faire aller le courant dans un sens constructif et d'ouverture. D'abord, savoir que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, que vous connaissez tous, s'est prononcée pour l'intégration des médecines non conventionnelles dans les systèmes de santé dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est quand même une chose qui existe, qui est écrite noir sur blanc, qui a été donc publiée, que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'OMS. Elle a même édité un guide pour savoir comment faire, pour évaluer ces médecines non conventionnelles, pour pouvoir les intégrer dans les systèmes de santé. Alors, un tout petit bémol à cette information positive, c'est que pour l'OMS, les médecines non conventionnelles, c'est essentiellement la médecine traditionnelle chinoise et les médecines locales dans les pays tropicaux, en fait, hein, dans les pays, on dit, du tiers-monde. Mais malgré tout, ça englobe toutes les approches qui ne sont pas validées scientifiquement. Donc elle a émis le souhait que les pays s'intéressent à cette intégration, trouver une harmonie. Donc dans certains pays africains notamment, et notamment en Asie du Sud-Est, et en Chine, il y a vraiment des parallèles, des complémentarités qui se font. En Chine, la médecine officielle, la médecine occidentale, je dirais, scientifique, et la médecine traditionnelle ont droit de citer à égalité. Il n'y a absolument aucun ostracisme, et au contraire, elles travaillent souvent ensemble. Donc ce sont des exemples qui peuvent être suivis, et d'ailleurs, il y a quelques échanges qui se font avec certains scientifiques, et certains médecins, et certains hôpitaux de France avec ces pays-là, et de temps en temps, donc il y a quand même des essais de mariage, ou du moins de compagnonnage entre ces différentes médecines. À savoir également que le Parlement européen en 1997 et le Conseil de l'Europe en 1999 ont appelé à la reconnaissance officielle par les systèmes de santé des médecines non conventionnelles. Et notamment, il y a le député Paul Lannoy qui avait beaucoup travaillé là-dessus. Il y a en France une juriste qui s'appelle Robard, qui a aussi fait des livres et qui est très active sur cette idée de la reconnaissance. Et donc, il y a vraiment des bases qui existent, qui sont juridiques, même si il s'agit de recommandations et non pas de directives, c'est-à-dire que les États peuvent les ignorer complètement, ces recommandations, ce qu'ils ne se privent pas de faire, notamment la France. Mais, en tout cas, on peut exciper de ces textes pour dire, attendez, l'Europe a dit ça, ben, vous en êtes, il faut le faire, vous voyez, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des fous qui demandent n'importe quoi, c'est des démarches qui sont tout à fait légitimes, donc qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est des points sur lesquels on peut s'appuyer pour demander qu'enfin soit reconnu le recours à certaines médecines, thérapies différentes. Alors, dans cette perspective-là, je vous conseille vraiment d'aller télécharger cette note d'analyse d'un service du Premier ministre également, donc qui est aussi, disons, sous le même chapeau que la Miviludes, mais qui a développé une démarche très intéressante. C'est le centre d'analyse stratégique. Alors, il ne s'appelle plus comme ça, il s'appelle le centre de prospective, je ne sais pas exactement, mais enfin, vous mettez centre analyse stratégique sur Internet, note d'analyse de octobre 2012, note d'analyse numéro 290. Le titre, quelle réponse des pouvoirs publics à l'engouement pour les médecines non conventionnelles? Donc un sujet pareil puisse être déjà émergé au sein du service Premier ministre, c'est très positif. Et c'est non seulement positif pour le principe d'étudier la réponse que les pouvoirs publics pourraient donner à cet engouement, puisque il y a de ce fait-là le constat qu'effectivement les gens aiment et veulent les médecines différentes. Non pas, comme on veut le faire croire, en opposition à la médecine académique, mais en complément, en accompagnement et en diversification des approches. Les gens sont
contrairement à ce qu'on dit, les Français sont intelligents. C'est ce que je crois. Merci. Non, mais c'est vrai, les gens savent où sont leurs véritables intérêts. Simplement, ils ne savent pas toujours comment se battre pour faire avancer les choses, et donc je suis là un petit peu pour donner des informations. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce centre d'analyse stratégique a émis des propositions. Donc, je vais vous lire le résumé, il est très court. Ouvrir une plateforme d'information recensant les connaissances actuelles sur les médecines non conventionnelles, les plantes médicinales et les praticiens du secteur. Donc déjà, une plateforme d'information recensant toutes les connaissances actuelles, à la fois au niveau scientifique ou simplement au niveau des formations qui peuvent exister, hein, parce que, vous voyez, par exemple, là, j'ai le guide des formations 2012-2013 au métier de la santé naturelle. C'est un guide épais, hein. Il y a quand même beaucoup de choses, et aucune de ces formations n'est reconnue, malheureusement officiellement, mais elles existent, elles fonctionnent, et elles ont pour la plupart des encadrements, des bibles déontologiques, hein, des engagements qu'elles mettent en avant pour rassurer les patients qui ont besoin de certaines garanties, puisque les officiels ne veulent pas s'en occuper. Ils s'organisent eux-mêmes. Alors, ils s'organisent en fédération, il y a des regroupements de thérapeutes, de naturothérapeutes, d'homéopathes, il y a des syndicats. Il existe déjà, institutionnellement parlant, au niveau associatif et au niveau donc de ces formations, il existe déjà tout un système très diversifié de propositions qui sont sérieuses. C'est des gens, quand ils publient ça, ils publient leur adresse, ils publient leurs coûts, ils publient les stages, ils publient toute leur philosophie, etc., toutes les garanties qu'ils peuvent donner. C'est pas n'importe quoi, c'est pas des fous, c'est pas des sectes. Pourtant, voilà la Bible des sectes aux yeux des pouvoirs publics. Ça, c'est un scandale qui doit absolument cesser, et pour que ce scandale cesse, il faut qu'on arrive à ce qu'il y ait un minimum de reconnaissance de ces approches différentes. Donc c'est pourquoi le Centre d'analyse stratégique propose déjà une plateforme d'information pour dire tout ce qui existe. Donc il y aurait certainement beaucoup de groupes et de thérapies qui existent dans ce guide et qui pourraient être recensés sur ce site. En même temps, développer des études bénéfices-risques et coût-efficacité pour décider de la pertinence d'interdire ou de dissuader le recours à certaines pratiques, de promouvoir certaines méthodes via des recommandations de la Haute Autorité de la Santé, et dans le cas où le rapport coût-efficacité serait favorable, d'envisager le remboursement des pratiques les plus efficientes. Service du Premier ministre. Alors je ne vous dis pas le foin que ça a fait au Sénat, ce truc-là. Parce qu'au Sénat, ils étaient tous soutenus par la Miviludes. Service du Premier ministre. Donc c'était la guerre entre deux, j'ai fait un article là-dessus sur Ouverture, hein, je vous invite à le lire, il est très amusant. Enfin amusant et triste à la fois. Mais deux services du Premier ministre complètement opposés qui s'écharpent au sein de la commission d'enquête sénatoriale, et vous pouvez lire sur le site du Sénat tout le déroulé. Donc là j'en ai quelques extraits, si on a le temps je vous en lirai, parce que c'est vraiment très 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 intéressant. Mais bon, pour dire que nous avons quand même des gens au sein du gouvernement, au sein des institutions, qui ont pris conscience, qui ont pris la mesure des enjeux de cette problématique, et qui disent qu'il faut faire quelque chose. Et quand ils disent développer des études bénéfices-risques, ils parlent bien de bénéfices et risques, ils ne disent pas simplement les risques. Or, les institutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, le GAT, je sais pas quoi, lui, c'est que les risques. Et puis, voilà, c'est vraiment on se protège contre toutes ces émergences d'alternatives, alors que là, on analyse les bénéfices et les risques. Bon, si un guérisseur propose par les plantes de soigner telle ou telle thérapie, il faut déjà regarder si ça marche. Il faut interroger les gens, il faut étudier ce qui se fait par exemple, dans des manuels chinois ou autres qui parleraient de ces mêmes plantes. Enfin voilà, il faut faire un vrai travail d'investigation scientifique si on veut être honnête et si on veut être efficace. Donc là, l'idée est pertinente. Mais ce n'est pas tout. Les chinois ou autres qui parleraient de ces mêmes plantes. Enfin voilà, il faut faire un vrai travail
d'investigation scientifique, si on veut être honnête et si on veut être efficace. Donc, là, l'idée est pertinente. Mais ce n'est pas tout. Afin de permettre aux patients de faire un choix éclairé, établir un label de thérapeute en pratique non conventionnelle, dont l'obtention serait conditionnée à la réussite d'un examen clinique et juridique. Ben ça, c'est intelligent. Si je suis médecin, je pratique la chromothérapie, par exemple, on ne s'est pas reconnu par l'académie. Mais en fait, j'ai des résultats, je fais des stages, je vois, il y a des choses qui marchent, etc. Bon, ben, je suis prêt à passer un examen où j'ai certaines bases cliniques pour respecter les dérives éventuelles en matière de diagnostic. Je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas formé. Par contre, il y a des bases cliniques, il y a des bases médicales que je dois connaître. Et juridiques également, pour savoir jusqu'où je peux aller, quelle est ma responsabilité. Donc, ce qui veut dire que même si je ne suis pas médecin, je passe un examen ad hoc, spécifique, et grâce à ça, j'ai un label. Ben, c'est formidable. Comme ça, le patient, il dit, bon, moi, je suis en sécurité, parce que je peux aller voir ce gars-là. On ne dit pas que c'est un fou, que c'est un gourou, on dit que c'est un thérapeute alternatif qui propose quelque chose. Il donne des garanties parce qu'il a fait une formation, il a suivi un minimum de cursus, validant une connaissance médicale indispensable. Ben, parfait, très bien. Donc ça, je trouve ça très bien. Également, labelliser les offres de formation en école privée, un peu toutes ces formations-là, les labelliser, voir s'il y a un minimum d'heures, si c'est 500 heures ou 1200 heures, savoir quels sont les intervenants, savoir si également il y a des possibilités de faire des réclamations, s'il y a des choses qui sont faites de travers. Enfin, comme ça rentre dans le circuit institutionnel, avec des formes différentes, avec des méthodes d'évaluation différentes des méthodes qui sont faites pour la médecine conventionnelle, ben, on garantit aux citoyens qu'il y a un minimum de sécurité, ce qui n'empêche pas qu'il faudra toujours que le citoyen garde son libre arbitre. Attention, hein, ça c'est la priorité absolue pour moi. Hein. Ne faites confiance absolue à personne, à quiconque, à aucun gouvernement, à aucun journaliste, à aucun conférencier. Faites votre boulot vous-même, hein, c'est la priorité. Proposer aux étudiants des filières, alors là, on va encore plus loin, proposer aux étudiants des filières médicales et paramédicales des modules facultatifs d'initiation aux médecines non conventionnelles. Magnifique. Comme ça, les deux mondes vont pouvoir se côtoyer, se comprendre. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se comprendre. Il y a une frontière étanche entre les deux. Donc, on suppose toujours des choses sur l'autre et on ne le connaît pas. On peut arriver à rien de bien avec ça. Par contre, si à la fois les thérapeutes qui prétendent avoir quelque chose à apporter, qui n'est pas validé scientifiquement, mais qui, dans sa pratique, apporte des résultats, ben, s'il veut exercer avec responsabilité, il accepte de suivre un certain nombre de cours. Et inversement, ceux qui sont dans la médecine académique, eh ben, ils savent qu'il y a d'autres formes de thérapie, donc ils ont la modestie, la simplicité d'accepter que ben, on ne sait pas tout. Et que même, je suis un peu philosophe, je dis toujours, ce qu'on ne sait pas est 1000 fois plus important que ce qu'on sait. Donc on a encore des tas de choses à découvrir sur justement ce que je vous disais ce matin au début, sur les relations entre le corps et l'esprit. On n'a rien investigué encore là-dessus. On parle de placebo, puis on se tait. Et puis voilà, on dit, voilà, ça c'est du placebo, puis on n'en parle plus. Mais non, qu'est-ce que c'est le placebo? Ben, il faut voir, comment ça marche, il faut creuser. Et là, on a plein de choses à découvrir. Donc là-dessus, moi, je suis très optimiste, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont investis là-dedans, il y a des gens qui sont allés très loin, et il faudrait que tous ces gens-là, au lieu d'être diabolisés, il faudrait que, eh bien, on les associe dans une démarche de connaissance et de reconnaissance. Voilà. Et donc l'idée aussi pour ces étudiants, c'est qu'ils s'informent sur ces pratiques aussi pour qu'ils puissent informer les futurs patients sur les avantages et les risques de ces pratiques. Donc, on est tout à fait dans la sécurité, qui est l'argument suprême qui est mis en avant par les porteurs de la médecine académique. Bien sûr, il faut de la sécurité, mais en même temps, il faut de la souplesse, il faut de l'ouverture, il faut de la modestie.
sachant que les connaissances évoluent, et qu'il y a d'autres pays, d'autres méthodes, et que tout ça, il faut en tenir compte. Il faut arrêter d'enfermer les gens sous des étiquettes, et on a vraiment l'impression qu'on se trouve comme dans la cour d'école de mon enfance, où on dit c'est celui qui dit qui est. Hein. Et ça, c'est clair dans ce domaine-là. J'ai jamais vu autant de sectarisme fanatique chez ceux qui luttent contre les sectes. Ils ne veulent pas entendre la contradiction, ils veulent même l'information. J'ai vu des émissions où Georges Fenech était interviewé, où il y avait un débat, très rare, mais bon, là, il y avait un débat. Il y avait un sociologue qui lui posait les questions. Eh bien, il a été agressé par Georges Fenech en disant « Ah bon, donc vous êtes du côté des sectes, ah donc vous soutenez les sectes. Si vous me critiquez, c'est que vous êtes du côté des sectes. » Le sociologue était vraiment mal en point, il a eu du mal à s'en sortir, mais c'est une aberration. C'est pas acceptable dans un pays qui, je pense, comme les nôtres, qui devrait avoir un peu plus d'envergure sur le plan de la pensée, sur le plan du dialogue, sur le plan de l'intelligence et de la connaissance. Et des droits de l'homme. La démocratie. Voilà. Donc, cet aspect positif. Alors, aspect positif qui est quand même aussi, vous le verrez dans cette note, qui est très intéressante, parce que là je vous ai donné le résumé, mais il parle par exemple de ce qui se fait dans d'autres pays dans le monde, sur ce plan d'une reconnaissance des approches différentes. Il cite par exemple le fameux Centre national pour la médecine alternative et complémentaire aux États-Unis, qui fait partie intégrante du ministère de la Santé américain, qui distingue trois grandes familles de thérapies. Les thérapies fondées sur les produits naturels, les plantes, les minéraux, etc. Les thérapies du corps et de l'esprit, pour eux c'est officiellement reconnu qu'il y a un lien entre les deux, la méditation, l'hypnothérapie, le yoga, etc. Et les thérapies fondées sur la manipulation, la chiropractie, l'ostéopathie, le shiatsu, etc. Donc, ce service-là, il reçoit plusieurs millions de dollars de subventions tous les ans. Et donc, c'est reconnu, c'est intégré. Dans les hôpitaux, ils fonctionnent ensemble. En Allemagne, vous avez une profession qui est dédiée aux médecines non conventionnelles, qui est reconnue, les Heilpraktiker. Hein? Donc, le praticien de santé, c'est un non-médecin qui utilise des techniques non conventionnelles pour traiter les problèmes physiques ou psychiques. Hein? Voilà. Il y en a 20 000 actuellement à travers toute l'Allemagne par rapport à 300 000 médecins. Et 20 000 qui peuvent exercer tout à fait officiellement. Bon, je crois. Oui, ça dépend des caisses d'assurance privée. Alors, ils ne sont pas obligés, ces médecins, de suivre une formation spécifique. Ils s'inscrivent à des cours privés dans la durée d'environ 3 ans. Mais pour obtenir le titre, ils doivent réussir un examen organisé par l'autorité sanitaire compétente dans chaque langue. C'est pas au niveau fédéral, c'est au niveau régional. Chaque langue fait passer un examen. Il y a des connaissances cliniques et physiologiques de base. Voilà. Il y a des points de droit. Donc, c'est une façon tout à fait intéressante d'intégrer, par exemple, des médecines différentes comme l'anthroposophie, hein, de l'école Steiner, qui là-bas a tout à fait pignon sur rue. Il y a des hôpitaux entiers qui fonctionnent avec la méthode Steiner, avec la méthode anthroposophique, alors qu'en France, hein, vous prononcez ce mot, vous voyez à quoi vous pouvez vous attendre. Pourtant, l'anthroposophie est à l'origine pratiquement de l'écologie en France. Hein, l'agriculture biologique, c'était les anthroposophes au départ qui ont commencé. Il y a en Suisse, vous savez, qu'il y a eu une votation populaire pour savoir si oui ou non on intègre certaines médecines douces dans le système de santé. Donc il y a 5 médecines conventionnelles qui ont déjà pu être exercées pendant 5-6 ans, et qui ont à nouveau 6 ans pour faire leur preuve. C'est-à-dire que voilà, l'idée c'est on les laisse s'exercer, et puis on voit ce qu'il y en est, on étudie, elles sont remboursées, mais on étudie justement les bénéfices, les risques, l'efficacité. Donc il y avait alors la médecine exercée, et puis on voit ce qu'il y en est, on étudie, elles sont remboursées,
mais on étudie justement les bénéfices, les risques, l'efficacité. Donc il y avait alors la médecine anthroposophique, dans ces 5 médecines, il y a la médecine anthroposophique, l'homéopathie, la thérapie neurale, la phytothérapie et la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, donc c'est quand même intéressant parce que ces médecins-là, donc, ils sont entre, presque autant qu'en Allemagne, 30 à 40 000. Ils peuvent exercer et dont le bilan sera effectué en fin de course d'ici quelques années. Bon, il y a par exemple, en Norvège, il y a des centres de recherche tout à fait dédiés à ces pratiques-là, où il y a des banques de données qui sont alimentées par les praticiens, mais aussi par les familles, par les patients. Ils peuvent dire, voilà, moi ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, et qui donnent, c'est codifié, donc tous ces éléments sont concrètement recueillis de façon organisée, méthodologique, pour qu'on ait une connaissance de terrain réel, pas simplement supposée. En France, je reviens un tout petit peu à la France, parce qu'il y a quand même un début de quelque chose, puisque le Conseil de l'Ordre des médecins avait reconnu l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie et la mésothérapie. Mais pas comme spécialité médicale, mais comme orientation médicale. C'est différent, parce que ça reste non... Enfin, rembourser à un très tout petit niveau. Donc c'est pas vraiment une reconnaissance, mais c'est un début quand même d'ouverture. Bon, la Grande-Bretagne, tout ça c'est pour vous donner les points positifs qui existent, hein, donc sur lesquels on peut s'appuyer et sur lesquels cette note justement s'est appuyée pour faire ces propositions. En Grande-Bretagne, il y a le Conseil des soins de santé complémentaires et naturels. Donc ça marche sur le principe d'une labellisation volontaire. L'ostéopathie et la chiropratie sont déjà des professions réglementées, mais en 2008, donc cet organisme a été créé pour prendre en charge un registre sur lequel il inscrit des praticiens établis sur la base du volontariat. Ils étaient 5200 en 2012. Voilà, donc je reviens toujours à mon chromothérapeute, parce que j'aime bien les couleurs et la lumière. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais je pense que ça doit être possible dans certains cas. Ça, c'est un avis tout à fait personnel. Mais ce chromothérapeute qui n'a pas de base scientifique, qui n'a pas de cursus reconnu, il va au ministère, il va dans ce fameux conseil, il dit voilà, je m'enregistre, ben ok, on vous prend. Donc il y a, on vous prend si vous suivez un minimum de formation avec des associations professionnelles qui se sont organisées pour établir ces formations-là. Il y a un code éthique et des bonnes pratiques qui sont élaborées. Chaque praticien doit absolument bénéficier d'une assurance, et il y a même un mécanisme de plainte qui est organisé en cas de problème pour que le praticien, éventuellement, s'il abuse de ses patients, il puisse être rayé du registre. Donc c'est une sorte de conseil de l'ordre souple et très ouvert. Et nos prospectivistes du Premier ministre, ils ont dit ça serait peut-être intéressant que la France s'y mette. Et il y a actuellement sur le site internet des explications concernant 13 disciplines régulées à travers ce système. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que, pour revenir encore un peu à la France, les hôpitaux de Paris et l'assistance publique ont créé un comité hospitalo-universitaire pour les médecines non conventionnelles. Donc il y aura à la fois de la recherche, mais à la fois aussi d'essayer de mettre en place des diplômes et un suivi des activités de soins de ces approches-là. Donc là, ils étudient beaucoup la littérature scientifique, et ça fait déjà depuis une quinzaine d'années que dans les hôpitaux de Paris, on peut faire de l'ostéopathie, de l'hypnose, de la relaxation, de la médecine chinoise et de l'acupuncture. Donc c'est quand même déjà très intéressant. Il y a 4 diplômes qui sont reconnus: l'hypnose, la naturopathie, la phytothérapie et la médecine chinoise. Donc c'est une approche qui a encore une fois soulevé un tollé lors de la commission d'enquête parlementaire, parce que voilà, c'était la porte ouverte au sec dans les hôpitaux.
Alors que ces gens-là, c'est quand même pas des farfelus, c'est pas des irresponsables, c'est des gens qui se disent il y a des démarches complémentaires qui se font partout dans le monde, nos patients les réclament, on va les étudier, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit fait de façon correcte. Bon. Moi je trouve ça très 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 intéressant. Et aussi, donc, en matière... là, ce système de reconnaissance des médecines différentes de ces praticiens, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de pays, mais qui a failli, enfin qui a même existé en France à une certaine époque. Je vais vous raconter cette anecdote. Donc il y a eu un édit royal, on appelle l'édit royal de Marly, du 18 mars 1707, sur tout le territoire. L'édit avait comme objectif d'empêcher que des personnes sans titre et sans capacité continuent d'exercer la médecine sans y apporter souvent d'autres dispositions que l'art criminel d'abuser de la crédibilité des peuples. Hein, c'est un peu l'état d'esprit voilà, français. Donc, pour réagir à ça, et c'est ça, c'est légitime, il faut effectivement sécuriser les gens qui prétendent soigner, c'est absolument légitime. L'édit réorganise les études et la pratique de la médecine. Voulu par Louis XIV, perpétuel et irrévocable, ce texte constitue le premier grand texte de santé publique en France. Un peu un texte fondateur. Il réserve aux facultés françaises le droit de former les médecins, qui exerceront sous crédit de loi, c'est toujours le monopole dans lequel nous existons. Il définit les obligations des étudiants et des professeurs, prévoit des sanctions en cas de manquement, garantit les moyens matériels. Mais, ce qui est intéressant, c'est ce petit ajout. L'administration royale délivre, malgré l'opposition de la faculté, des brevets à des soignants non titrés, qui pratiquent sous le contrôle des autorités, sous le contrôle de la Commission royale de médecine et police. C'est-à-dire, tous ceux qu'on appelait les charlatans à l'époque, les arracheurs de dents, tout ça, ben on se disait, ben non, après tout, ce sont des médecins non formés, non diplômés, mais on va leur donner des brevets. Mais des brevets qui durent que sur 3 ans, et que pour certaines compétences. Donc on va rester dans le contrôle. Mais en même temps, on les laisse agir. Et il disait, dans le mémoire de cette commission royale, il est écrit « Les inventions des soignants non diplômés contribuent au progrès scientifique de la médecine. Il faut examiner avec soin leur pratique, ce qui n'empêche pas de les surveiller. » Tout était dit. Voilà. Mais ce n'est pas la voie que la France a prise depuis, mais je pense qu'on pourrait revenir à nos fondamentaux, toujours au siècle des Lumières. Après, même Louis XIV, il était déjà dans cette optique-là. Donc, on peut aller au moins jusque-là, en termes de démocratie et d'ouverture d'esprit. Alors ça, c'était un petit point positif sur lequel je voulais conclure. Alors, j'ai 2 autres petits points très rapidement. D'abord, il existe ce qu'on appelle le Réformed. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent c'est le regroupement européen pour la formation et la reconnaissance des médecines non conventionnelles. En gros, c'est un organisme basé en Belgique, parce qu'en France, il ne pourrait pas exister, qui milite auprès des instances européennes pour qu'il y ait un minimum de consensus sur les formations à demander aux médecins non conventionnels. Et ils ont passé une étape importante en fin de 2012, puisque quelque part ils ont obtenu la possibilité de labelliser les formations. Et ça s'impose au droit français. Donc ça veut dire que la France ne pourra pas refuser de labelliser. Ça veut dire que d'ores et déjà, des centres qui s'intéresseraient à avoir une reconnaissance européenne peuvent l'obtenir. Donc c'est quand même extrêmement positif. Hein, et donc il y aura plus d'informations par la suite. Donc il y a la Suisse, l'Italie, le Luxembourg et la France qui sont dans cette démarche. Donc, il y aura une accréditation donc, qui permettra donc de labelliser les formations au niveau européen. Ça c'est quand même très positif. Et je voudrais conclure par ceci. C'est dans un article du Monde des religions, il y a un article sur les traditions en Afrique. On parle du féticheur, du griot, du maître coranique, du pasteur évangélique. Donc, palliant le déficit d'équipement et de personnel médical moderne, un réseau de traditions en Afrique,
parle du féticheur, du griot, du maître coranique, du pasteur évangélique. Donc, palliant le déficit d'équipement et de personnel médical moderne, un réseau dense de thérapeutes variés prend en charge les maladies tant physiques que psychologiques. Bon, ça, on dit, oui, mais ça c'est bon pour les pays sous-développés. Alors que non, c'est valable partout. Et cet article le dit très bien, c'est un article qui est rédigé par Tobina Botnatan, si vous le connaissez, qui est professeur émérite de psychologie clinique et de pathologie à l'Université de Paris 8, qui est un spécialiste de la question, et voici ce qu'il écrit. Les malades s'adressent à des thérapeutes reliés à des traditions, ce qu'en Occident on appelle, avec une pointe de mépris, des croyances. Eux croient, alors que nos médecins et nos psychologues savent. Je refuse, dit Tobinatan, cette dichotomie insultante. Si la guérison, et il rajoute, si la guérison a quelque chose à voir avec la foi, ce n'est certainement pas de manière simpliste, et l'Afrique intense le montre plus fortement qu'ailleurs. On pense généralement il a guéri parce qu'il croyait. Le contraire est vrai. Il a cru qu'il a guéri, il a cru parce qu'il a guéri, et non seulement le patient, mais son entourage qui a vu la transformation du malade. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean-Luc Lagardette pour cet exposé tout à fait intéressant qui nous a recentré sur pas mal de choses, notamment au niveau juridique. Alors c'était bien de terminer comme ça sur du positif et tout ce qui se prépare finalement en coulisses et qui un jour ou l'autre sortira inévitablement. Je crois que, et par conséquent, attention quand même, je crois que bon, il faut regarder la réalité. Actuellement, en France, il y a un système répressif donc, en place. Et donc, il faut que nous soyons sans avoir peur, mais c'est bien que nous soyons informés de tout ça, et nous devons donc être vigilants et prudents. Donc attention, quand nous sommes en public, et ceux qui tiennent des stands par exemple, il faut absolument rester sur le thème. Nous sommes des citoyens qui nous prenons en charge, nous diffusons une information, écrite notamment par des médecins ou des scientifiques. Nous diffusons cette information, nous devons le faire, nous les citoyens, le dimanche, parce que les médias le font très peu. Nous disons, informez-vous, faites attention, et après, prenez votre décision vis-à-vis de la vaccination. Nous, on ne vous dit pas, faites ou faites pas. Informez-vous. Il faut que nous restions sur cette ligne-là, voilà, de prudence. Voilà. Nous, on n'est pas des praticiens de santé. Nous n'avons pas à donner en public des conseils de santé, même si quelquefois ça se produit, à propos du chlore de magnésium ou autre, mais attention aux gens que nous avons en face. Nous devons rester sur notre ligne, on informe, et nous pouvons dire aux gens, nous sommes là aussi pour intervenir, nous existons pour intervenir auprès des autorités, notamment auprès des parlementaires qui font les lois et les défendent, pour lever ces obligations, parce que nous considérons, compte tenu de toute l'information que nous diffusons, nous considérons que la vaccination doit être un acte libre et librement choisi. Voilà, je crois que si on reste sur cette ligne, on ne peut pas être attaqué. Nous sommes c'est un comportement de citoyen et sans plus. Voilà. Alors je crois qu'il faut être bien clair et, à mon avis, rester sur cette ligne de façon à pas avoir d'ennui. Et puis, bon, ben, après, avec le temps, compte tenu de tout ce qui se prépare, on peut penser, sans être exagérément optimiste, que la liberté, pour ce qui est du choix vaccinal, arrivera tôt ou tard, et que les médecines douces, les médecines alternatives, prendront peu à peu leur place aussi. Ça va peut-être mettre du temps, mais plus nous serons nombreux à le vouloir, plus nous serons nombreux à les utiliser, plus nous serons nombreux à le dire, eh bien, plus vite on y arrivera. Voilà. Alors, des questions maintenant, sans doute. Juste à préciser pour que les vidéos des conférences, que les gens puissent noter, juste avant ou après, vous montrerez tout à l'heure peut-être.
Les vidéos du lit, les vidéos des conférences seront sur le web, sur le site YouTube, chaîne Santé Conférence Alice. Voilà, c'est que les gens qui pourront retrouver la conférence. Que les gens qui veulent revoir des conférences puissent noter pour... Puisque les conférences ont été filmées, et donc Fabien va les mettre sur YouTube. C'est bien ça. YouTube, on le laissera sur la table. Ah oui, voilà, voilà, tout simplement. Dans combien de temps? Alors, Evelyne, Oui, je Semaine. voulais juste préciser ce que tu dis. Enfin, non seulement c'est nécessaire de dire qu'on informe et que les gens prennent leurs décisions pour se protéger juridiquement, mais aussi simplement parce que on veut que les gens soient autonomes dans leur prise de responsabilité, se responsabilisent dans leur santé, et que nous, on n'a pas à faire la même pratique que la médecine conventionnelle, qui disent « nous, on sait, et c'est comme ça qu'il faut faire ». Parce que sinon, on serait sur le même niveau de raisonnement et de pratique que la médecine conventionnelle. Sauf qu'on ne penserait pas la même chose. Voilà, et c'est pas seulement pour se protéger juridiquement, quoi. C'est aussi une ligne de conduite morale. Maintenant, j'en viens à ma question. Je voulais savoir de quand date l'Académie de médecine, parce que ça me paraît assez aberrant de penser, et que la société pense, que c'est eux qui ont raison et le savoir, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça que fonctionnent aussi toutes les institutions, voilà. On a le savoir d'en haut, il y a Paris, il y a la province, il y a le savoir de l'académie, puis il y a tous les autres, et que c'est aux autres de se justifier. Et qu'on a enlevé le savoir, comme on a enlevé le savoir des artisans pour en faire des OS, et qu'il y avait des guérisseurs partout, quoi. Ça ne posait pas de problème à la population. L'académie, c'était une grande question à cette époque-là, avec l'édit Marly que je vous ai cité, donc au début du XVIIIe siècle. C'est à cette époque-là que se mettaient en place parce qu'il y avait plusieurs académies. Et notamment, il y avait un débat entre l'Académie de Paris, qui était censée être la seule vraie, et l'Académie de Toulouse ou de Montpellier, qui était en concurrence et qui se tirait dans les pattes. Donc pendant des années, il y a eu des débats là-dessus, sur cette idée-là, pour parvenir un jour à faire en sorte que c'est l'Académie de Paris qui a fini par gagner et devenir l'Académie de médecine. C'est quel siècle? 18e siècle, début du 18e. Oui, je voulais juste savoir si l'association Alice faisait partie de la liste noire de 95, dont vous avez parlé dans votre première intervention. Je ne pense pas. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, dans cette liste parlementaire, il y avait essentiellement tous les mouvements, disons, à dimension spirituelle, les témoins de Jéhovah, et puis tous les farfelus, enfin ce qu'on appelle les farfelus, les adorateurs de ceci ou de cela, les extraterrestres, mais il y avait aussi des mouvements très sérieux, reconnus comme des religions à part entière aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, et qui ont été listés dans ce fameux rapport. Au départ, c'était plus par rapport à la spiritualité, à la religion, et puis le problème de la dérive sectaire a beaucoup concerné, en fait, après tout ce qui est thérapeutique et toutes les voies différentes. Et c'est à ce moment-là qu'on a taxé de secte tous ceux qui contestaient, en fait, le système institutionnel médical. Et donc Alice rentre là-dedans, oui, bien sûr. Comme tous ceux qui font des propositions, soit de se soigner naturellement, soit qui contestent l'obligation vaccinale. Ceux-là sont régulièrement présentés comme des mouvements sectaires parce que y a pas besoin, quand on dit ça, on n'a pas besoin de donner des preuves de la réalité de nos accusations. Donc c'est bien pratique pour ceux qui veulent protéger leur monopole et leurs prérogatives. Donc c'est une invention française, la dérive sectaire et l'accusation de secte. Ça existe pratiquement dans aucun autre pays du monde, un petit peu la Chine, puisqu'ils ont un mouvement qui s'appelle le Falun Gong, qui est très puissant au niveau spirituel, qui a pu montrer sa force de contestation. Et comme ils ne savent pas le gérer, ils l'ont accusé de dérive sectaire. Ils sont venus en France analyser le système juridique anti-secte pour le recopier là-bas. Voilà. Les Chinois copient les Français sur la démocratie sanitaire.
la démocratie sanitaire. Oui, je pense qu'on ne met pas assez en valeur la loi Kouchner qui doit être en 2003, où tout acte, toute intervention comme la vaccination mérite une explication pour laisser un choix à la personne en libre, en connaissance de cause. Tout à fait. Tout à fait. La loi Kouchner de 2002 est un pilier de la panoplie du bon combattant pour la différence. Ça c'est certain. Hein. Il y a une disposition qui préserve la liberté thérapeutique, la liberté du choix du patient, et qui a déjà eu des effets très positifs en justice, qui a permis de faire gagner des causes pour la liberté. Bon, mais il y a encore énormément de résistance là-dessus. Donc il faut la connaître, il faut l'étudier, il faut l'utiliser au maximum, bien sûr. Oui, j'aurais voulu savoir, ce service du Premier ministre qui s'est penché sur les médecines alternatives, quelle est son émanation? Il a été créé comment? Est-ce que ce sont des hauts fonctionnaires qui sont dit, tiens, on va parler de ça? Non, ça a été créé, alors je ne sais plus si c'est par décret ou... Mais c'est une volonté politique? Ah oui, c'est une volonté. Tant que le Parlement intervienne? C'est une volonté, c'est une commission, c'est une cellule de prospective. Donc ça a été acté par un texte juridique pour pouvoir être créé au sein du service du Premier ministre. Et donc maintenant il a un autre nom que le CAS, hein, je dis, il y a le mot prospective dedans, mais c'est la même fonction. Il y a des experts, il y a des fonctionnaires, et qui analysent plein de sujets pour aider les politiques à prendre des décisions sur des évolutions en cours. Voilà. Donc en fait, c'est très souvent bien fait. C'est des bonnes synthèses sur différents sujets, et c'est là en est. Alors, je vous conseille vraiment d'aller lire sur le site du Sénat la commission d'enquête dérives sectaires et liberté et dérives sectaires et dérives sanitaires, dérives thérapeutiques et dérives sectaires. J'y arriverai. Regardez les auditions et lisez l'audition du CAS, du Comité d'Action Stratégique. Ça devrait être mis même en théâtre. Hein. Ça devrait être mis en scène tellement c'est extraordinaire. C'est pour ça, madame, je vous invite à le lire. Vraiment, vous trouverez une inspiration formidable là-dedans. Parce que je l'ai fait une fois, dans une conférence comme ça, en mimant un peu les partenaires. La salle était éclatée. Je vous prépare pour l'année prochaine. Voilà. Sachez aussi que nos élus, quand ils font des commissions d'enquête parlementaires, il faut savoir que celle-ci, c'était la 4e sur le sujet des sectes. Alors qu'on a voulu faire une commission d'enquête sur le prix du médicament, sur la drogue, sur le suicide, ils n'ont jamais accepté. Par contre, sur les sectes, où il y a 23 millions de Français qui sont dans les raies des associations malfaisantes, alors là, c'est vraiment une urgence nationale. Je voulais revenir sur le Falun Gong, parce que en France, c'est sûr qu'on peut être victime de poursuites, d'accusations sectaires, etc. Mais en Chine, c'est quand même une méthode beaucoup plus forte, parce que les gens du Falun Gong sont poursuivis, incarcérés, torturés, à grande échelle. Et apparemment, la Chine fait aussi courir des bruits pour discréditer le Falun Gong en France, qui se répand dans le monde entier. Et c'est vrai que moi j'ai rencontré des gens qui ont peur, oh là là, c'est quoi ce machin-là, alors que c'est complètement libre, voilà. Alors, je voulais préciser ça parce que la poursuite, enfin le harcèlement en Chine, c'est autre chose encore qu'en France. Tout à fait, on a quand même la chance de ne pas être torturé pour des opinions semblables. Simplement, il faut savoir que
Il y a plusieurs médecins et groupes qui sont partis de France, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient plus exercer ni exister socialement. Donc il y a des médecins naturopathes en Italie, en Espagne, au Québec, beaucoup. Il faut savoir aussi que la France a officiellement soutenu la politique de répression chinoise contre le Falun Gong. Elle ne prend pas position. Autant, parfois, elle dit le Tibet, c'est pas bien ce que vous faites, mais sur le Falun Gong, comme c'est déclaré sec, la France, elle applaudit. D'autres questions? Bon. Mais en France, il y a quand même l'assassinat médiatique. Moi, je voulais savoir... Attends, une seconde, monsieur avait commencé. Une seconde, madame, s'il vous plaît. Vous permettez que madame... Oui, non, allez-y, madame, vous avez le micro, allez-y. Moi, je voulais savoir, pour avoir libre accès à son dossier médical, quand on est en traitement lourd, il faut se battre énormément pour avoir accès à son dossier médical. Et ça, donc, il y a une loi normalement qui est passée. Et donc, moi, j'aimerais bien savoir donc, quelle est cette loi, parce que donc, j'ai dit à une personne donc, qui m'a demandé conseil, il faut faire une lettre recommandée pour pouvoir avoir accès à son dossier médical. Sinon, on ne veut pas lui donner. Oui, alors, je ne sais pas si c'est la loi Kouchner qui parle de ça ou si c'est une loi plus récente. Là, je ne peux pas vous renseigner très précisément, mais c'est vrai que... Normalement, maintenant, on a accès à son dossier médical, alors qu'on ne peut pas l'avoir, c'est pas vrai. Non, mais il y a beaucoup de choses dans le domaine de la santé où il faut se battre pour simplement faire respecter la loi. Voilà, et c'est pour ça, donc, moi, j'aurais voulu savoir quelle est cette loi pour pouvoir la mettre dans une lettre recommandée en disant, voilà, la loi Intel, donc vous avez le devoir de me donner mon dossier médical. Je pense que l'association Alice se fera le plaisir de faire cette recherche et de publier ça dans son prochain bulletin. Mais à partir du moment où on ne peut pas avoir de documents administratifs légaux auxquels on a accès, on peut toujours intervenir auprès de la CADA, qui est, je ne sais plus ce que j'avais dit déjà. Commission d'accès aux documents administratifs. Et il y a une procédure et souvent, ils arrivent à vous donner satisfaction. Les démarches sont à faire par la personne et c'est long, c'est pénible. Et petite précision, il y a un guide qui a été étudié, qui a été publié par la Scientologie sur ce sujet-là justement parce qu'elle a dû beaucoup saisir la CADA pour savoir ce qu'on disait sur elle dans les institutions. Elle a souvent eu gain de cause et maintenant les témoins de Jéhovah s'en sont beaucoup servis également. Donc effectivement, l'arme de la CADA est assez généralement efficace si on a du temps, si on est patient. Je voulais signaler ce que vous disiez tout à l'heure, qu'en France, il y a quand même l'assassinat et la torture médiatique, parce qu'une fois que vous êtes pris en charge par les médias, vous pouvez même être blanchi, on ne vous en parle pas. On ne parle quasiment pas des gens qui ont été blanchis. Mais quand ils ont été salis, ça, on y est allé. Hein. Tout à fait. Ben là, le décès du docteur Guignot, à mon sens, est un bel exemple. Cet homme a été, en quelque sorte, crucifié par le lynchage médiatique et politique et gouvernemental concernant ses activités. Il est mort des suites d'un cancer après avoir été totalement blanchi. Et Hammer disait que le corps et l'esprit... Voilà. Et là, on a un exemple très clair du lien entre le corps et l'esprit. On a beau être naturopathe et ouvert et confiant, ben, on reste faible. Quand on est attaqué par toute une société, on reste quand même sensible, hein, c'est pas évident. Donc vous avez raison de préciser que s'il n'y a pas la torture physique en France, il y a une torture médiatique et sociale qui peut conduire très loin. C'était le cas pour le professeur Beljanski et d'autres. Beljanski aussi, tout à fait. Sa vie aussi, je pense, après ce qu'ils ont fait. Et Benveniste aussi. Signalé, exactement. Tous les pionniers, en fait, en France, on n'aime pas les têtes qui dépassent. Et surtout, quand elles dépassent, demandent qu'on regarde un peu comment on peut améliorer les choses. On n'aime pas ça. Une autre remarque? Oui. Alors, il sera question, donc, c'est prévu pour ces thérapeutes qui vont être reconnus,
donc de faire une formation et de passer devant un jury d'examen. Oui. Alors, il sera question, donc, c'est prévu pour ces thérapeutes qui vont être reconnus, donc de faire une formation et de passer devant un jury d'examen qui reconnaîtrait leur valeur. Mais on peut se poser la question de la nature du jury d'examen et les critères d'évaluation, entre guillemets. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser faire les antisectes et le ministère de la Santé et le Conseil de l'Ordre, parce qu'eux, ils ne veulent pas ouvrir les portes à des personnes qui auraient une autre pensée. C'est clairement écrit que dès qu'on parle d'énergie, de champs magnétiques, etc., on est dans les dérives sectaires. Donc, si dans le jury, il n'y a que des gens qui pensent ça, eh ben, quelqu'un qui sera magnétiseur, il n'a aucune chance. Et ce qu'il faut demander, c'est pour ça que la formation que je vous ai donnée est importante et qu'il faut la diffuser, c'est qu'il faut que les citoyens exigent qu'il y ait dans ces mécanismes qui risquent de se mettre en place, qu'il y ait des représentants des naturopathes, des représentants des guérisseurs, des représentants de ces gens qui ne sont pas validés scientifiquement, mais qui ont une pratique et qui ont des résultats à proposer. Donc il faut qu'ils entrent dans le système, mais aussi il faut les convaincre, parce que le problème aussi, c'est qu'ils ne sont pas tout blancs non plus. C'est que quand on va les voir et qu'on leur dit, quand je leur tiens ce genre de langage, je dis, ah oui, mais lui c'est une secte, et lui c'est une secte, lui c'est une secte. Alors, on est tous la secte de l'autre, mais s'ils ne sont pas plus ouverts que ça, ben on restera comme ça, toujours bloqué. Bon, il y a sûrement des gens ici qui se souviennent mieux que moi de la grande offensive anti-secte qui a commencé dans la Drôme, quand on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de dégâts avec le vaccin hépatite B. On a lancé carrément un lynchage de je ne sais quel médecin dans la Drôme et on a monté des choses. On a même vu sur un plateau de la Drôme des enfants derrière des barbelés, comme si c'était T'habites à ce place. T'habites à ce place? Peut-être bien, oui. Et donc, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé, d'après ce que je crois avoir compris. Alors, au sujet des gens liquidés médiatiquement, et autrement, je voudrais rappeler le docteur Beljanski. Le médecin Beljanski? Oui. Non. Docteur, d'accord. Alors, mettez bien votre micro devant votre bouche, s'il vous plaît. Je voudrais rappeler le nom de Beljanski, qui est mort quand même assez rapidement de cancer, tellement il avait été bien traité. Et puis du docteur Groussac, Marie-Hélène Groussac, qui, on peut voir son histoire un petit peu sur Internet. Elle n'a pas un site, mais beaucoup de gens se sont occupés d'elle il y a quelques années. Et en 2008, elle a subi un procès du Conseil de l'Ordre, et on ricanait carrément sur les bancs des juges lorsqu'elle évoquait ses problèmes de santé, parce qu'elle s'était fait le vaccin hépatite B au début des années 90 et elle a été très malade. Et c'était quelque chose d'odieux pour les gens qui ont assisté à ce procès. Merci pour ce rappel. Pour l'anecdote aussi, ce témoignage. Le livre dont je vous ai déjà parlé, là, sur un délit d'humanité excessive. Et, si vous voulez, ce n'est pas un plaisir de littéraire d'utiliser ce titre qui traduit une réalité et non une figure de style pour faire joli. C'est atroce. Comment l'excellence, on parle, vous savez, de l'excellence dans l'éducation nationale. On crée des collèges d'excellence. L'excellence. Le nombre de pourris qui ont excellence à la bouche, c'est abracadabrantesque. C'est excellent. C'est excellent. Excellent. Oui, je voulais simplement rappeler que justement, Habitas Place dans la Drôme, donc c'était une communauté agraire
qui vivaient de façon vraiment très très naturelle, un peu comme les Amish en fait. Et donc il y a eu une descente parlementaire juste avant l'apparition d'un rapport de la Miviludes sur ce sujet-là. Et ce qui avait plus choqué le président d'alors, Georges Fenech, en dehors du fait qu'il y avait des contestations justement par rapport à la vaccination, c'était que les enfants ne connaissaient pas Zidane, parce qu'il n'y avait pas la télé. Il dit, alors là pour lui, c'était vraiment scandaleux. Les critères de référence. Oui, ben voilà les critères de dérive sectaire. Voilà. Et quand on voit, justement, ça m'a beaucoup amusé parce que Cédric Villani, là, le mathématicien qui a eu la médaille Fields, une grande médaille internationale pour ses travaux sur les maths, il disait que lui non plus ne connaissait pas, je ne sais plus quel homme sportif ou quoi, il disait ben, moi non plus, moi je ne connais pas. Alors, donc, il aurait très, si Georges Fenech avait été là, ça aurait été amusant de voir sa rédaction. Il y a aussi dans les dérives, la dérive dans l'interprétation des lois. Quand on regarde la loi sur l'ADN, la recherche d'ADN, aujourd'hui, systématiquement, alors qu'elle était prévue dans des situations bien précises, cette loi, aujourd'hui, on l'utilise pour n'importe quoi. Il suffit que vous soyez arrêté dans une manifestation pour qu'on fasse une recherche d'ADN. Et le pire, c'est que si vous voulez vous opposer, parce que vous voulez vous opposer, on prend ça comme un acte de rébellion vis-à-vis des forces de l'ordre et vous vous retrouvez devant le tribunal. Moi, je connais une personne qui est allée jusqu'en appel pour pouvoir refuser ce don pour la recherche de l'ADN. Oui, mais cet exemple est significatif d'une dérive globale. En fait, comme je vous le disais, personnellement, moi je ne fais plus confiance dans les institutions. Je le dis ouvertement, je le dis au gouvernement, je le dis aux institutions, je ne vous fais plus confiance. Et même aux professionnels, même ceux qui sont chargés de ma santé, je ne vous fais plus confiance parce que vous interprétez selon vos intérêts, et on a vu combien, notamment en matière de santé, les lobbies pharmaceutiques et l'argent qui ne devrait pas entrer en ligne de compte selon le code médical, de déontologie médicale, on ne doit pas exercer la médecine comme un commerce, et puis il est écrit noir sur blanc. Quand on voit la réalité des faits, on sait que les institutions ne sont plus fiables. Simplement, je ne les rejette pas, je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter, je dis qu'il y a des médecins qui sont honnêtes. Donc, par exemple, pour faire la différence entre la médecine conventionnelle et la médecine douce, le critère n'est pas de dire est-ce que c'est scientifiquement prouvé ou pas, parce que ça peut être scientifiquement prouvé, mais si vous l'utilisez sans éthique, science sans conscience, vous savez très bien ce que ça donne. Le critère, c'est est-ce que cette pratique-là est faite avec éthique ou pas? Voilà. Si j'ai des garanties que c'est fait honnêtement, que je peux avoir un recours, si jamais il y a des abus, s'il y a des arbitraires, est-ce que je peux avoir un recours pour faire respecter mes droits? Bon, ben très bien. Donc, n'importe quelle médecine, si elle est faite avec éthique, peut être bonne. Si elle est faite, voilà, avec conscience, avec, bien sûr, un minimum de garanties et de recours. Parce qu'en fait, le déficit le plus grave, je pense, c'est un déficit de démocratie. Nous avons une démocratie représentative, nous n'avons pas une démocratie participative. Il y a le vote telle année, et on doit faire confiance à nos représentants. Non, ils sont là pour nous entendre, et non pas pour dire on a été élu parce qu'on sait la vérité. C'est ça qu'il faut changer, cet état d'esprit-là. Et donc, dans le sens de votre interpellation, moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter, justement, à saisir la justice, saisir des associations, montrer qu'on ne se laisse pas faire. Utiliser Internet pour faire des pétitions, pour faire diffuser des vidéos, pour dire il y a abus. C'est pas normal. Il faut le dire, il faut réagir. Et je crois que de plus en plus, de toute façon, les gens le font. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Je voudrais signaler une toute petite chose. Certaines banques exigent le test du sida quand vous voulez emprunter de l'argent. C'est arrivé dans ma famille, c'est un cas précis, c'est pas des... Alors est-ce que toutes les banques... Non mais les banques, faut pas qu'on y aille. Non, mais exactement. Je vais dire à la personne concernée, tu ne dois pas accepter ça. Et il n'aurait pas eu l'argent par cette banque, il aurait dû aller en voir une autre. C'est condamnable par les tribunaux. Oui, mais c'est ce que je... Et c'est condamnable par les tribunaux, c'est condamnable par le réseau social. À partir du moment où il met cette information, où il désigne la banque,
ben, je vous assure que la banque, elle pourra changer d'avis à cause de ça. On a les par le réseau social, à partir du moment où il met cette information, où il désigne la banque, ben, je vous assure que la banque, elle pourra changer d'avis à cause de ça. On a les moyens aujourd'hui beaucoup plus forts d'agir sans attendre que les médias s'intéressent à nous. Donc il faut donner l'information, citer des noms. Oui, vous avez parlé lors d'une autre conférence, on m'a dit d'une courbe qui fluctuait selon les vaccinations. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions? Parce que ça m'a l'air d'être savoureux. Il n'y a pas un tableau, c'est dommage, vous l'aurez fait, cette courbe, parce que effectivement c'était dans le quotidien du médecin, où il y avait un célèbre professeur responsable d'un service d'infectiologie dans je ne sais pas quel centre hospitalier, qui voulait montrer l'intérêt de la vaccination. Donc il avait fait sur toute une page la présentation dans un article des arguments en reprenant les arguments des contestataires et en essayant de les résoudre, etc., de s'y opposer. Et puis il avait fait un tableau, pour illustrer sa démarche, il avait fait un très beau tableau avec abscisse et ordonnées, présenté de façon scientifique, la problématique, donc, en mettant d'un côté le nombre des vaccinations, et puis sur l'horizontale des dates. Et on voyait que, pas le nombre des vaccinations, le nombre des décès dus aux maladies infectieuses. Alors on partait, on avait ça, comme ça, donc on partait d'assez haut, bon, ça continue, ça monte, puis vaccination qui apparaît. Alors, et puis, alors, là, maintenant, puisque la vaccination est en bas, les maladies, il n'y en a pratiquement plus, les gens ils disent, non, c'est plus la peine de se faire vacciner, on n'a plus besoin. Donc, les discours anti-vaccinalistes émergent et les gens refusent de se faire vacciner. Alors, immédiatement, si on voit la courbe remonter comme ça. Alors, je suis allé voir ce médecin, parce que moi je faisais une enquête, que d'ailleurs je vous la conseille, si vous êtes, peut-être vous la connaissez tous, mais j'avais fait une fameuse enquête participative, donc avec des citoyens, avec des internautes, à propos de l'obligation vaccinale, justement, le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle est à la fois sur Ouverture, mon site, et sur Agoravox, dans les enquêtes participatives. Donc j'ai fait une enquête, une longue enquête de 70 pages. Donc je vous invite beaucoup à la lire parce qu'il y a beaucoup de renseignements dedans. J'étais allé voir ce médecin et je lui dis, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire sur quel chiffre vous avez élaboré votre cours? J'aimerais bien avoir les documents, les références scientifiques, les tests, les sondages que vous avez faits, parce que c'est vraiment intéressant si votre courbe est vraie. Mais non, mais j'ai fait cette courbe, c'est pour montrer, c'est pour illustrer ce qui se passe en général quand on... Et donc, voilà, ça c'est le summum d'une manipulation. C'est un homme en blouse blanche qui vient vous dire, voilà ce qu'il en est, je vous donne des informations, croyez-moi. Les docteurs, on les croit en général. Eh bien, c'était un montage, exactement comme le carnet intime de la fille qui est morte du cancer. Alors comment voulez-vous que les gens comprennent ce qui se passe? Ils croient ce puisqu'ils ne savent pas. C'est vous qui avez réussi à... Ben oui. Ben voilà, moi j'ai donné l'information, mais j'ai jamais travaillé dans un grand journal, parce que moi je suis sorti du système médiatique, puisqu'on ne peut plus dire la vérité dans les journaux. Donc j'ai créé mon propre site pour dire les choses. Mais malheureusement, je ne suis pas connu, je ne suis pas PPDA, je n'ai pas l'impact suffisant. Mais regardez déjà, j'ai 2 sites, ouverture au pluriel.net, et j'ai un site perso où je parle justement de mon combat pour la qualité de l'information. Et de même, j'ai un chapitre qui est intitulé « Du bon usage des sectes ». C'est là-dessus où je mets beaucoup d'informations sur toutes ces questions-là. Donc vous verrez que là, il y a beaucoup de choses dans... Ça s'appelle comment, ce site-là? Alors il s'appelle www.jlml, mes 4 initiales. Jean-Luc Martin Lagardette, jlml.fr. Donc effectivement, faites connaître ces 2 sites. Malheureusement, je suis le seul journaliste
en France, professionnelle, hein, parce que qui a cette vision sur les choses. C'est malheureux, et je le regrette. Bon, il y a Sylvie Simon, que vous connaissez aussi, qui n'a pas une carte de journaliste. Moi, j'avais la carte de journaliste. Donc, j'ai travaillé dans les journaux, j'ai travaillé dans les grands médias, mais à un moment donné, je me suis dit, c'est plus possible. Donc, j'ai eu la chance, pour les dernières années de ma vie professionnelle, d'avoir trouvé un financement pour créer Ouverture. Et Ouverture, maintenant, n'a plus de financement et je le fais bénévolement. Voilà. Que diriez-vous de Mediapart? Je voulais rebondir, moi, sur ce que vous avez dit, sur la nécessité pour les citoyens lambda que nous sommes d'avoir une réaction démocratique. D'accord, mais il faudrait d'abord s'entendre sur la nature de la démocratie. Nous vivons présentement, sans le savoir, bien sûr, dans une démocratie de l'ignorance. Nous ne sommes au courant, à peu près comme le pensait Jules Ferry, ce que l'on devait savoir quand on avait le certificat d'études pour être un bon citoyen. Ne pas en savoir trop. Si on en sait trop, on risque d'avoir un esprit critique bien pointu. Donc, actuellement, il faut voir la pauvreté des débats, il faut voir vraiment la bassesse de ce que l'on nous présente à la télévision, qui aurait dû être un outil pédagogique, qui est un outil d'abêtissement, de satisfaction de crétins qui grognent. Bon, eh bien, comment faire pour parvenir à une démocratie de la connaissance? Il faudrait que, en tant que citoyen, on réclame de la véritable information. Alors, je vous ai bien compris, monsieur. Bravo pour cette expression. Donc, je vous ai parlé ce que vous pouvez faire. D'abord, chacun peut agir individuellement, chacun peut agir dans des associations comme celle que vous faites. Et je vois que monsieur Laju a bien mis en avant la problématique de l'information, développer les connaissances. Donc ça, c'est capital. Donc ça, ça va forcément dans le bon sens. Il y a également, je vous ai parlé tout à l'heure, de l'association qui milite pour la création d'un conseil de presse pour qu'il y ait une meilleure qualité, pour que les dérives médiatiques soient sanctionnées. Donc ça, vous pouvez voir sur le site internet apcp.unblog.fr. APCP, donc il n'y a pas 3W là, hein. C'est directement APCP. Donc Antoine, Patrick, Caroline, Patrick, .unblog, unblog.fr. Donc, il y a des journalistes, donc je suis à l'origine avec un ancien confrère du Monde de cette association, et il y a maintenant des sociologues, il y a des représentants des citoyens. Pourquoi il n'y aurait pas un représentant d'Alice? Ça serait tout à fait intéressant que quelqu'un d'Alice soit membre de cette association. C'est très ouvert aux citoyens, et au contraire, moi j'appelle ce qui est de plus en plus de citoyens. De même, il existe une autre association dont je suis également membre, qui s'appelle les Indignés du Pape. Vous regarderez sur Internet, Indignés du Pape, qui est une association qui milite pour qu'il y ait, par exemple, des représentants des citoyens au CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mais c'est des gens qui sont actifs. Par exemple, ils ont interpellé TF1 physiquement. Ils sont allés là-bas et ils ont dit « Vous avez fait un reportage naze, il faut que vous rectifiez. Et tant que vous ne rectifiez pas, on ne bouge pas d'ici. » Donc, il y a des actions qui commencent à se faire aussi depuis la base citoyenne. Donc, je vous invite à venir rejoindre et soutenir ces initiatives qui militent pour une meilleure qualité de l'information citoyenne. Je voulais juste dire pour
répondre à monsieur sur une note un peu plus optimiste, il y a quand même la 5 ou Arte qui sont quand même d'assez bonnes chaînes, hein, sans être parfaites, c'est quand même pas si mal. Je voulais juste dire, pour répondre à monsieur sur une note un peu plus optimiste, il y a quand même la 5 ou Arte qui sont quand même d'assez bonnes chaînes, hein, sans être parfaites, c'est quand même pas si mal. Tout à fait. Vous avez sur certaines chaînes de TNT ou certains sites internet qui apportent quand même une information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a un problème très particulier, c'est que toute vérité aujourd'hui, elle sort. La différence d'avant, elle sort parce qu'il y a Internet. Simplement, elle sort sur des sites, parfois, qui ne sont pas du tout reconnus, qui sont trop petits, comme le mien, par exemple, où elle sort, mais mal dite, avec de l'aigreur, de la violence, de la revendication, de la brutalité, enfin. Donc, le citoyen, il ne peut pas accepter, il ne gobe pas. Donc, la vérité, effectivement, maintenant, pour un citoyen qui est à la recherche, il trouvera toujours. Donc, c'est déjà une formidable nouveauté. Elle est dite quelque part. Simplement, il faut la chercher. Mais, il reste un verrou, c'est que, dans la majorité des cas, la population suit les grands médias. Et c'est eux qui dictent l'agenda politique. Donc tant qu'une information n'est pas reprise par un grand média, elle a beau être vue par des millions de Français et diffusée sur des milliers de blogs, si les grands médias ne la reprennent pas, c'est comme, du point de vue de son influence, son impact politique, c'est comme si on crachait en l'air. Donc c'est ce verrou-là aussi qu'il faut faire sauter. Et c'est en train de venir, vous parlez de Mediapart, vous parlez il y a par exemple Bastamag, il y a d'autres sites comme ça qui commencent à exister, qui sont de plus en plus, Agoravox, sur lequel j'ai fait ces enquêtes, où il y a quand même de plus en plus d'informations qui passent. Donc il faut s'habituer à analyser ces sites, et donc il faut toujours les prendre avec un petit recul, mais savoir être très ouvert, et même une information très différente ou très extraordinaire, il ne faut pas la rejeter. C'est après tout peut-être, c'est possible, il faut voir, quelqu'un s'exprime mal ou le site n'est pas encore reconnu, mais c'est pas pour autant qu'il faut le rejeter. Donc je plaide à la fois pour plus de connaissances, comme monsieur nous a invités à le faire, plus d'informations, plus de recherche et plus d'ouverture d'esprit pour ne plus condamner quelqu'un qui serait méprisé ou dénigré par soit le gouvernement, soit par certaines franges de la société, parce que, après tout, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Soyons lucides, ouverts et réfléchissons et écoutons-nous. Vous venez de citer Mediapart, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Est-ce que vous voulez... Il a quand même réussi à ce que notre ministre soit condamné, alors qu'au départ... il a au éjecté. Oui, mais il a quand même été condamné par la vindicte publique. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, je ne sais pas s'il est fautif, hein, puisqu'il n'y a pas eu de jugement. Mais les médias, le gouvernement, les francs-maçons l'ont quand même déjà éliminé physiquement, ou politiquement. Politiquement parlant. Moi, Mediapart, c'est un confrère qui a quand même une certaine envergure, qui a de la ténacité, qui a du savoir-faire. Et puis Plenel, c'est quand même vraiment un bon journaliste au point de vue technique, au point de vue professionnel. Bon, il a ses idées, il a ses objectifs, il est très très politiquement marqué, et il a une conception malgré tout du journalisme qui lui permet de s'attaquer un peu à tous les bords politiques. Simplement, bon, il y a des sujets, ces sujets-là, il ne s'y est jamais vraiment tellement intéressé. Donc il a ses préférences, pourquoi pas. Simplement, c'est un site qui existe de façon indépendante, parce qu'il est financé par ses lecteurs. Alors que les autres presses sont financées par les gens qui vivent pour beaucoup de la commande publique. Il faut savoir, par exemple, que les journaux reçoivent beaucoup d'argent de l'État. C'est vos impôts qui financent 15% du chiffre d'affaires des grands médias d'information. Donc ça veut dire qu'ils ont une dépendance vis-à-vis du pouvoir. Si l'État retirait ses sous, ne finançait plus les grands médias, ils ne pourraient plus exister. Ils seraient obligés de faire comme les autres, d'aller sur Internet et tout ça. Sauf le canard enchaîné, peut-être, non? Sauf le canard enchaîné, effectivement.
Pour revenir un petit peu juste sur Mediapart, quoi, comment ça se fait que tous les autres grands médias ont attaqué Mediapart, quoi. Ils ont vraiment, tous les autres médias ont vraiment l'ont cassé. Parce qu'il y avait une sorte d'atmosphère de bienveillance par rapport au nouveau gouvernement, par rapport à cet homme qui était séducteur. C'est par exemple, si un jour quelqu'un va attaquer Georges Fenech, il passe très bien dans les médias, vous allez voir la levée de bouclier. Il y a des personnages, bon, c'est un beau parleur, c'est un gars qui vient d'être élu, dans un gouvernement qui vient d'être élu, il y a une sorte d'ambiance, faisons confiance, tapons pas tout de suite dessus. Et donc là, Edwy Plenel, il s'acharne dessus parce que, etc. Bon, ils avaient pensé qu'il avait une dent particulière contre ce personnage. Mais ça marche comme ça, la presse. C'est des coups d'émotion, des coups de cœur, il n'y a pas de méthodologie. J'ai mis en place ce que j'appelle la démarche véritale. Qu'est-ce que c'est la démarche véritale? La démarche véritale, c'est une méthode épistémologique pour garantir que dans l'information que je produis, je garantis le plus haut degré de vérité possible. Et c'est faisable, c'est pas quelque chose de miraculeux, simplement, il faut réfléchir un petit peu. Et par exemple, c'est des choses très connues, par exemple dans la méthode véritale, un des principes, c'est que quand il y a une controverse, je ne fais pas une analyse sans prendre le contradictoire. Déjà, si tous les journalistes faisaient ça, ça serait déjà formidable. En plus, écouter quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Très souvent, les informations disent, voilà, telle personne pense ceci, pense cela. Par exemple, on dit, tel homme politique, telle femme politique, voilà ce qu'elle affirme. En fait, c'est pas du tout ce qu'elle pense, en fait. Simplement, on affirme qu'elle pense ceci. Je dis, dans la démarche véritale, si je cite les propos de quelqu'un, je ne dois citer que des propos que la personne elle-même peut reprendre à son compte. C'est une garantie. Si je fais ça, je garantis qu'au moins la personne dont je parle, même si je ne suis pas d'accord avec elle, mais au moins, elle dit oui, c'est bien ce que j'ai dit. Vous voyez, il y a quelques principes comme ça que vous trouverez sur mon site internet aussi, sur mon site perso. Mais, et je prépare un livre aussi, j'en profite peut-être, pour vous dire, je prépare un livre sur ce sujet-là, et dans une des premières choses que je dis, arrêtez de penser que le journaliste recherche la vérité. Mais arrêtez de penser ça. Ouvrez enfin un peu les yeux. Non, le journaliste est là pour l'influence. Le journaliste est là pour l'influence de son journal, de son patron, des patrons qui sont très proches des milieux d'État, des milieux économiques. Ils n'ont absolument pas intérêt à ce qu'il y ait une diversité intellectuelle, à ce qu'il y ait une diversité philosophique, qu'il y ait une diversité spirituelle, une diversité sanitaire. Non, ils n'ont pas intérêt du tout à ça. Donc, ils fonctionnent plus ou moins consciemment. Mais sur des objectifs qui sont de parler de ce qui convient pour faire tourner la machine. Mais même dans les écoles de journalisme, ça... Non. J'ai fait l'école supérieure de journalisme de Lille. J'ai eu le bac en 1968. Je suis allé là-bas un an après avec le même état d'esprit que j'avais. J'avais déjà commencé à regimber un petit peu en 68. À l'école, c'était une école qui n'avait jamais connu la moindre journée de grève. Quand je suis arrivé, on était une petite dizaine, on a fait grève la première année. Ça a été un scandale. J'ai fait grève la deuxième année, j'ai fait grève la troisième année. Pourquoi? Et j'ai refusé de passer mon diplôme. Pourquoi? Parce que je disais, je ne veux pas d'un cursus, d'une formation qui sert simplement à me formater pour que je rentre dans le moule. Moi, je suis là pour faire un métier que j'aime, que je trouve beau, que je trouve important en matière de démocratie. On m'a dit, mais monsieur, on sait bien, les cours, d'accord, ça vous intéresse pas, ils sont mal faits, oui, c'est vrai, mais faites semblant, c'est quand même pour que vous puissiez rentrer dans la profession. Ben, j'ai refusé. J'ai quand même fait toute ma carrière dans le journalisme et je me suis épanoui complètement. Simplement, c'est vrai que le système n'est pas fait pour faire de l'information journalistique, ni les formations. Alors, il y a eu un petit peu de progrès, il y a un peu plus de déontologie maintenant dans les formations, mais c'est pas leur préoccupation, c'est pas le sujet. Donc arrêtez de penser que les journalistes cherchent la vérité, cherchent à sincèrement à rendre compte des choses. Ça arrive parfois, je dis, il y en a quelques-uns qui le font. Il y a quelques émissions, il y a quelques articles, il y a quelques individus. Mais dans la grande généralité, non, la presse n'est pas là pour vous dire la vérité. Sachez-le.
Je crois qu'on va pouvoir en rester là. Parce que les médecins sont formés pour guérir.